Bienvenue au podcast du Journal d'Anathalie. Voici la deuxième partie de l'épisode sur la santé mentale des femmes avec Lourdine Sauveur et Marie-Hélène Lully. On parle aujourd'hui de baby blues, de postpartum, de ménopause et on termine l'histoire de la femme hémorroïde. J'ai dit, attends, c'est pas hémorroïde, c'est ça parce que... Et j'ai dit, je crois... Mais non, pas la femme hémorroïde, hémorroïde. Hémorroïde. C'est le même réflexe. Je me dis, elle va me dire, hémorroïde, faut me regarder plus bien. J'ai dit, non, ma bonne terme, ça médecine, non, hémorroïde. Sinon, au niveau de la santé mentale et des règles, qu'est-ce que dit la médecine exactement par rapport à ça? La santé mentale et les règles, bon, on a parlé de syndrome prémenstruel ou de trouble dysphorie prémenstruelle. Donc, s'il y a une corrélation entre le niveau hormonal, donc est-ce que tu veux parler des autres étapes de la vie, par exemple, s'il y a une grossesse qui survient, donc comment ça peut influencer la santé mentale? On peut aller dans cette direction-là. C'est partie de notre cycle. Mais oui, donc la grossesse, donc encore une fois, il y a des déséquilibres qui peuvent s'installer au niveau hormonal. Donc on va voir qu'il y a des femmes pendant la grossesse qui peuvent être plus anxieuses, alors que d'habitude ils sont moins, et ce sont des femmes qui sont moins anxieuses que d'habitude. Donc il peut y avoir aussi des symptômes de dépression. Et il y a des femmes qui font ce qu'on appelle la dépression du postpartum. Même si actuellement on parle plus de dépression du péripartum, parce qu'on s'est rendu compte que les symptômes dépressifs, même dans 50% des cas, les épisodes dépressifs sont là depuis bien avant l'accouchement et continuent après quelques semaines, jusqu'à 12 semaines après l'accouchement, on peut avoir des symptômes dépressifs. On parle de la dépression du péripartum. OK. Juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'anxiété pendant la grossesse, je me pose la question, est-ce que ce sont les femmes qui sont de nature plus anxieuses qui ont tendance à avoir de l'anxiété pendant la grossesse parce que justement elles ont peur de l'inconnu, elles sont prédisposées, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se produit par rapport au niveau des hormones qui fait que à ce moment-là ça se développe? Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est déjà de nature anxieuse va avoir peur de tout ce qui est nouveauté, parce qu'une grossesse, c'est quelque chose de nouveau, c'est un imprévu aussi. On ne sait pas comment ça va se dérouler, est-ce que je vais avoir un bébé en santé, est-ce que la grossesse va être compliquée. Donc, on a quelqu'un qui est de tendance anxieuse va être dans sa spirale de questionnement. Mais on avait vu tantôt aussi que l'œstrogène commence à influer au niveau des neurotransmetteurs, la sérotonine et la noradrénaline. Ce sont les mêmes neurotransmetteurs, c'est pas seulement pour l'humeur, mais pour l'anxiété aussi, ce sont les mêmes neurotransmetteurs qui interviennent. Il y a plusieurs, et aussi en lien avec la condition de la grossesse en tant que telle, des questionnements en lien avec son rôle de mère, qu'est-ce que je vais être une bonne mère, donc des questionnements qui viennent avec, et le stress qui vient en soi avec la grossesse. Donc ça peut faire que la personne développe de l'anxiété pendant la grossesse. La condition de vie aussi de l'individu, tu sais, on a vu très souvent, je prends la liberté d'en parler parce que j'en rencontre beaucoup, tu vois, les personnes qui migrent et qui sont demandeurs d'asile et puis qui ont un parcours migratoire qui est très difficile et qui se retrouvent par exemple sur une nouvelle terre, un nouveau mode de vie, nouvelle culture, nouvelle langue, et là on a une grossesse qui vient s'installer. Donc tu comprendras que c'est un ensemble de stresseurs qui peuvent faire en sorte que la personne développe toutes sortes de problèmes au niveau de la santé mentale également durant la grossesse. Wow. Ok, je m'excuse. Non, c'était bien le point que Marie-Hélène avait fait. Et aussi, c'est quand même, bon, c'est pas tant fréquent, mais c'est quand même 3 à 6% des femmes vont connaître un épisode dépressif pendant la grossesse. Okay? Et il y a aussi une autre condition qui ressemble à la dépression du postpartum ou du péripartum, c'est le baby blues. Donc, mais à la différence de la dépression, c'est bénin, on peut dire. C'est transitoire, ça ne nécessite pas de traitement, c'est le temps vraiment, donc ça va avec le temps. Donc on peut avoir des fluctuations au niveau de l'humeur, on peut avoir l'état de malaise que j'ai parlé tantôt, donc la dysphorie, et la personne peut avoir des pleurs, les larmes faciles, peut pleurer sans trop savoir pourquoi. Mais en général, ça part avec le temps et c'est encore une fois dû à des changements au niveau hormonal. Okay. Est-ce qu'une femme qui a eu une grossesse heureuse, et c'était les papillons, tout était extraordinaire et tout, est-ce que cette femme-là serait plus encline à
avoir les baby blues parce que tout ce qui était associé à la grossesse a disparu, puis là, c'est la réalité du bébé qui pleure, etc. Ou... Et la nuit blanche. Et la nuit blanche. Effectivement, c'est une autre réalité parce qu'il y a une différence entre comment on pense, comment ça va être, mais quand on est dans la réalité, surtout si on a des bébés difficiles, plus on a des bébés difficiles, on n'a pas d'aide. On est celle qui, on prend soin du bébé le jour, la nuit, c'est encore soi-même, on n'a pas de temps pour se reposer, on ne prend pas de temps pour soi-même, on est épuisé. Donc, le stress de tout ce travail-là, donc ça peut effectivement entraîner baby blues, mais comme j'ai dit, c'est transitoire, ça part avec le temps, ça ne nécessite pas de traitement médical en tant que tel. Mais si on voit que les symptômes c'est ça, là, on va se dire, peut-être qu'on n'est plus dans le baby blues. Là, on est vraiment dans un tableau dépressif. Donc, c'est là qu'il faut vraiment prendre plus de mesures. Exact. Okay. Et puis, tu sais, dans tout ce que Lourdine a décrit aussi, il y a les difficultés financières que la personne peut vivre. Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant-là, alors que j'ai déjà tant nombre d'enfants qui sont présents, que j'ai déjà du mal à je me mettre debout, etc. Donc, tout ça peut contribuer. Oui, tout à fait. Il y a aussi une autre condition liée à la période postpartum qu'on appelle la psychose du postpartum. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est un état qui survient après l'accouchement. Comme la personne, en plus des symptômes dépressifs, comme la tristesse, etc., la personne peut présenter des symptômes d'allure plus psychotique, comme par exemple des délires en lien avec le bébé, des idées d'infanticide, et même des idées suicidaires. Donc, beaucoup d'anxiété, vraiment dans des spirales de toutes sortes de questionnements par rapport à son rôle de mère, même si la personne prend bien soin de son enfant, trouve que tout ce qu'elle fait, c'est pas bien, donc vraiment dans des spirales négatives, et puis que ça devient dangereux. Et des fois, on arrive même jusqu'à séparer la mère de l'enfant parce qu'il y a un risque de tuer son enfant en pensant que c'est juste pas une bonne mère, je peux pas faire ça. Donc, c'est la psychose postpartum. Et cette psychose-là, elle dure combien de temps? Elle peut durer combien de temps, en fait? Ça varie. Bon, c'est sûr que plus il y a une prise en charge qui est faite rapidement, si la condition est identifiée, plus le pronostic est bon. Il y a aussi une certaine prédisposition par rapport à ça. Il y a comme par exemple, quelqu'un qui a déjà eu des épisodes dépressifs dans le passé, plus à risque de l'avoir quand on a de la maladie bipolaire dans la famille, donc on est plus à risque de le faire. Les borderline aussi, ça doit être... Les personnes borderline, les femmes. Oui, mais en fait, le trouble de personnalité limite, donc on appelle, c'est différent de la maladie bipolaire. Donc, mais ça, je dois aller regarder là-dessus pour voir s'il y a un lien. Mais dans mes lectures, c'est pas quelque chose qui ressortait. Parce que c'est important de savoir que dans la bipolarité, tu as une phase de dépression. Oui, mais oui, c'est ça. Et d'euphorie, donc, et ce côté dépressif-là va avoir un lien avec la prédisposition. Donc, c'est tous des conditions qui peuvent survenir en lien avec la grossesse, là. Donc, le baby blues, la dépression du péripartum et la psychose du postpartum aussi. À quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter, que ce soit au niveau de soi-même ou que ce soit au niveau de l'entourage? Quand est-ce qu'on doit se dire, que ce soit au niveau de la dysphorie prémenstruelle, que ce soit au niveau de la grossesse, à quel moment est-ce qu'il faut se dire, là, il faut que je consulte, là, il y a un problème? D'abord, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est sûr que si on reconnaît pas, là, ça commence à aller moins bien, je dois chercher de l'aide, on ne va pas le faire. Des fois, c'est l'entourage qui réalise, mais là, je ne comprends plus, c'est pas la même Lourdine que je connaissais avant, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, l'entourage, c'est les membres de la famille. Quand on voit qu'il y a un dysfonctionnement, quand on compare le niveau de base de la personne et ce qu'on voit maintenant, on dit, il y a une différence. On voit que la personne est très isolée, plus retirée, surtout au niveau de la dangerosité. Donc, je sais que ça fera partie c'est le thème d'un autre épisode, mais quand la personne commence à avoir des idées noires, des idées suicidaires, des propos un peu douteux, là, on doit aller chercher de l'aide. Mais ce que je tiens aussi à ajouter, c'est que les professionnels de la santé qui suivent les femmes en périnatalité, en péripartum et tout, sont très imbus, très conscients
de la présence de ces conditions-là. Donc, systématiquement, en tout cas pour avoir interprété dans des contextes de consultation périnatale, péripartum et tout, systématiquement, après les grossesses, on questionne les femmes enceintes et les femmes ayant accouché sur leur humeur, sur leur état de santé, comment elles se sentent, est-ce qu'elles ont des idées sombres, des idées suicidaires, comme tu disais tout à l'heure. Donc, ils le font. Donc, eux, ils sont très à l'affût de ce genre de signes, symptômes qui apparaissent et qui pourraient être très envahissants aussi chez la femme. Donc, au moins, comment je pourrais dire, c'est une espèce de filet de sécurité pour une femme qui est suivie de façon régulière en péripartum, parce que le professionnel de la santé est formé pour justement questionner la présence ou non de ces symptômes-là. C'est un dépistage qui est fait, donc... Systématiquement. Oui, mais en fait, je sais que tu travailles beaucoup au niveau communautaire puis avec des personnes démunies, mais on a comme cette impression, en fait, moi pour avoir travaillé beaucoup en prévention, on a de la difficulté en fait à rejoindre les personnes plus démunies, les personnes qui viennent de milieux socio-économiques plus faibles. Donc, est-ce que ce filet de sécurité-là est aussi étanche pour cette population-là? Est-ce qu'on le système en échappe pas? Ce que je te dirais, pour les communautés que je connais, avec lesquelles j'interviens beaucoup, c'est que quand il y a la présence de grossesse, puisqu'on est dans le péripartum, ils veulent absolument être suivis par un médecin. Donc ça, j'ai pas encore trouvé de médecin, ils arrivent, je suis enceinte, j'ai pas encore de médecin qui m'a suivi. Donc ils veulent absolument être suivis par un médecin, une infirmière, une sage-femme, etc. Donc ça c'est déjà comme cette prédisposition pour avoir un contact avec un professionnel de la santé, c'est déjà une mesure de sécurité pour ces personnes-là. En plus de ça, ce sont les personnes que je connais, avec lesquelles je transige, ce sont des personnes qui veulent que les bébés soient vaccinés, que les bébés soient suivis, qu'on voit est-ce qu'ils évoluent bien. Donc ça fait en sorte qu'ils ont les pieds dans le système de santé. Donc, c'est une manière de s'assurer que les personnes sont bien suivies, puisque de toute façon, il faut qu'ils passent par ce questionnaire, cette investigation, etc. Ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir des personnes qui échappent au système, notamment lorsque tu es dans un système où la personne n'a pas accès aux soins gratuitement. Et que c'est elle qui doit débourser pour tout. Et là, tu peux avoir de méchants problèmes, parce que ça va passer sous le radar. Oui. En fait, je pense beaucoup à certaines femmes, des fois que avec qui je pouvais intervenir, qui, par exemple, avaient de la difficulté à arrêter de boire ou arrêter de fumer pendant la grossesse et tout, puis il y avait de la culpabilité qui était engendrée par ça. Bref, c'est pas nécessairement le sujet de notre émission aujourd'hui, mais c'est vraiment... puis ces femmes-là, souvent, c'est des femmes qu'on réussit à rattraper par d'autres programmes, souvent soit des programmes pain lait, exactement, ce genre de choses-là. Donc, on réussit à les rattraper, mais c'est pas des femmes qui vont être comme celles que tu côtoies, qui vont être prédisposées à aller chercher par elles-mêmes du soutien, de l'aide, parce qu'elles se sentent déjà stigmatisées. Tout à fait. Donc, elles vont pas avoir ce souci-là de se monitorer ou de savoir si elles ont une condition qui pourrait les mettre en danger, soit elles ou même leur enfant. Donc, en tout cas. Et tu sais, même dans l'éducation, tu sais, le syndrome du bébé secoué. Donc, quand les femmes sont justement suivies, elles ont accès à toute une panoplie d'éducation par rapport à la prise en charge du bébé. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que vous avez de l'entourage? Est-ce que votre réseau de soutien est présent? Est-ce que vous n'en avez pas? C'est quoi votre plan A, votre plan B? Donc, tout ça, c'est investigué et c'est une manière, justement, c'est en prévention, c'est une manière d'éviter, justement, ces difficultés de la vie-là, qui peuvent être très assommantes. En fait, on a fait pas mal le tour. La seule question qui nous reste maintenant, c'est vers la fin. Donc, la préménopause et la ménopause, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on est libéré, puis il n'y a plus de... On est délivré, c'est ça. Encore une fois, le coupable, les hormones. Donc, c'est les fluctuations. Donc, avec la ménopause, donc le niveau d'œstrogène qui baisse. Donc, comme on avait dit, vu que ça joue un rôle de modulateur des neurotransmetteurs, donc c'est pour ça qu'il y a des impacts au niveau de l'humeur. Donc, quand est-ce qu'on parle de ménopause? Dès qu'on a plus de 12 mois d'aménorrhée, là, on parle de ménopause. Et la préménopause, c'est comme la période de transition entre la ménopause et on avoisine un an, on avoisine un an d'aménorrhée, là, on est dans la préménopause, c'est la phase de transition. Donc, encore une fois, c'est les hormones. Donc, c'est cliniquement similaire à une dépression en tant que telle, quand on a une dépression, mais dans la dépression périménopausique, on voit qu'on a plus de symptômes cognitifs.
On a plus, par exemple, des difficultés au niveau de la concentration, au niveau de la mémoire. C'est on quoi alors, j'avais dit périménopausif, mais c'est comme préménopause, c'est autour de la ménopause, avant ou après. Là. OK. C'est Donc, avant autour. et Avant, après. voilà. Avant et après. C'est autour de la ménopause. Donc, on dit préménopause ou ménopause. Donc, comme je disais, on a plus de symptômes cognitifs, c'est-à-dire avec la concentration, la mémoire, c'est plus difficile, on peut être plus irritable, à peu près comme dans les symptômes prémenstruels. C'est ça, on peut avoir plus d'irritabilité, plus de troubles du sommeil. Et avec les symptômes vasomoteurs qu'on a avec les bouffées de chaleur, donc il y a un lien entre on a plus de difficultés à dormir, donc c'est sûr que ça a un impact au niveau de l'humeur aussi. Donc, en fait, on est toujours régulé par nos hormones. Mais parce que même les troubles cognitifs, troubles en fait, les difficultés cognitives qu'on peut avoir au niveau de la mémoire, la concentration, personnellement, j'ai pas eu d'enfant, mais sauf que les femmes que je connais qui ont eu des enfants me disent toutes la même chose. Dès qu'elles ont accouché de leur enfant, leur cerveau est parti en même temps. Donc, moi, je me dis, bon, ça va pas aller très bien avec moi parce que j'ai déjà des problèmes de mémoire et de concentration. Donc là, avec un enfant, ça sera... Donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, ça nous envoie un message que les hormones sont importantes. Est-ce que le cerveau revient en bonne quantité. Ouais. En bonne quantité. Est-ce que le cerveau revient éventuellement à ce qu'il était avant ou est-ce qu'il y a vraiment un changement qui, par rapport au flux hormonal de la grossesse qui fait qu'il y a un changement, puis ensuite, par rapport à la ménopause, est-ce que les capacités reviennent éventuellement, graduellement, jamais comme avant, comme certaines me disent, jamais comme avant? Donc, c'est sûr qu'il y a des modifications qui se font à chaque fois. Donc, mais est-ce que ça fait qu'on a des difficultés de mémoire, de concentration à n'en plus finir? Non, parce que c'est une étape, c'est transitoire. Exact. Donc, et puis, quand on a les difficultés autour de la ménopause, ça finit par se stabiliser. Et avec la prise en charge aussi, donc c'est comme quand il y a la dépression en préménopause, donc on fait des substitutions, il y a le traitement de substitution hormonale, donc pour aider avec les symptômes. Donc, il y a aussi d'autres traitements qu'on donne comme les antidépresseurs. Ça aussi, je sais que ça fera un autre épisode, donc je ne vais pas entrer dans les médicaments aujourd'hui, mais il y a des mesures qu'on prend là, et puis on n'oublie jamais l'hygiène de vie, l'hygiène à l'île, puis ouais, c'est ça, c'est comme moins on dort, les capacités cognitives vont être limitées. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vraiment la prise en charge. Puis, et quand tu parlais de grossesse, il faut que tu comprennes que, par exemple, durant la grossesse, la progestérone a un taux un peu plus élevé que d'habitude. Et quand tu accouches, il y a un retrait hormonal qui se fait. Donc, il y a des retombées après ce retrait, mais normalement, ça retourne à la normale. Tu vois? Et ce ne sont pas toutes les femmes qui vivent. Le shutdown, le cerveau après. Moi, je n'ai pas vécu. Le nuage, non, c'est pas toutes les femmes, tu sais. Mais comme il y a un retrait de cette hormone qui était très prédominante pendant la grossesse, c'est clair que, et que c'est transitoire et qu'avant que les choses reprennent leur place, donc il peut y avoir des effets sur certaines femmes. Okay. Et donc, pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'effet des hormones En fait, je ne sais pas à quel point est-ce que c'est évitable au niveau que ce soit de la dépression postpartum ou de ce qu'on peut ressentir à la préménopause ou dans d'autres situations. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ou pour limiter les dégâts? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé de bien dormir. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça fait déjà, on en avait déjà même parlé avant la question. Donc, il y a des mesures non pharmacologiques, l'exercice physique, hygiène alimentaire, hygiène de vie, bien manger, bien dormir, éviter tout ce qui est consommation, alcool, tabagisme, drogue, etc. Et aussi la gestion du stress. Donc, quand on voit que le rythme de vie est trop effréné, savoir quand ralentir. C'est important. Covid a appris ça à beaucoup de personnes. C'est ça, effectivement. Donc, c'est ça. Et puis, il y a aussi des vitamines, des produits naturels qu'on recommande, comme par exemple calcium, la vitamine B6. Il y a un produit naturel qu'on appelle le gâtillier, que je ne connaissais pas trop avant. Et puis, je ne connaissais pas ça avant. Et puis, alors, oui, ça s'appelle gâtillier. G-A-2-T-I-L-I-E-R.
On va chercher ça. Ouais. On a une coche de plus dans nos connaissances. C'est ça. Et puis, donc, par exemple, dans le cas de syndrome prémenstruel ou la dysphorie, le trouble dysphorique prémenstruel, il y a les contraceptifs oraux aussi qu'on donne, les contraceptifs oraux qu'on peut donner, puis les agents, les médicaments antidépresseurs à base de sérotonine. Donc, aussi, ce sont des choses qu'on prescrit. Et donc, quand pour les mesures extrêmes, tu en avais parlé un peu avant, mais plus dans le cadre d'hémorragie ou de saignements anormaux. Mais en cas de trouble dysphorie prémenstruelle aussi, on peut avoir la ménopause chirurgicale quand c'est, bien entendu, c'est au cas par cas, c'est l'extrême. Voilà. Est-ce que bon, pour avoir travaillé un peu dans le domaine du cancer, on sait qu'il y a ce fameux gène BRCA2. Exactement. Ouais. Est-ce que les hormones aussi ont un rôle par rapport à la prédisposition, que ce soit au niveau du cancer du sein, du cancer des ovaires, du cancer de l'utérus? Est-ce que c'est uniquement génétique ou est-ce que les hormones, le dérèglement hormonal peuvent aussi être précurseurs de ces maladies-là? Au contraire, même quand on donne les contraceptifs, même que ce soit en cas de traitement de troubles dysphoriques prémenstruels ou de syndrome prémenstruel ou de thérapie de remplacement hormonal, on tient compte de l'histoire familiale de la personne parce que oui, on les donne, mais c'est quand même recommandé de les prendre. C'est pas apprendre vitam aeternam à l'infini. Donc, c'est vraiment pendant quelques années parce qu'il y a des impacts. Ça peut entraîner des phénomènes thromboemboliques, des phénomènes de thrombose. Ça peut avoir l'impact que ça peut avoir au niveau des cancers qui pourraient être comme cancer du sein, cancer de l'utérus. Donc effectivement, il y a un lien avec les hormones. Donc, on traite quelque chose, mais on risque de provoquer quelque chose d'autre. Oui. C'est pour ça ne dure pas longtemps, ce genre de traitement-là. Puis ça se fait sous monitoring. Puis on parlait d'antécédents de thromboembolique. Si la personne a, par exemple, tout le temps des migraines, des embolies pulmonaires, elle peut avoir une hypertension artérielle. Il faut investiguer, il faut en fait questionner tout ça, faire l'histoire de la personne, ses antécédents médicaux et familiaux avant d'embarquer dans une hormonothérapie. OK. Puis au niveau de la pilule, je sais, bon, les médecins nous disent toujours, bon, c'est beaucoup mieux que ce que c'était dans les années 70, il y a moins d'effets secondaires, etc. Puis c'est sûr que lorsqu'on lit la monographie, bon, là, c'est autre chose, c'est la fin du monde, mais sauf que, cela étant dit, est-ce que il y a, peut-être que vous ne savez pas, mais est-ce que c'est encore démontré que l'utilisation de ces pilules-là peuvent provoquer des cancers, que ce soit au niveau du sein, des utérus ou quoi que ce soit, ou c'est encore vraiment comment je pourrais dire ça, des exceptions, ou peut-être que c'est une question piège encore? Non, mais c'est sûr que les cancers œstrogénodépendants, donc si on est tout le temps exposé à l'œstrogène, on est à risque de développer ces cancers-là. Okay. Puis, et quand tu as des personnes qui ont probablement des prédispositions et tout, on va avoir tendance à plutôt leur proposer des progestatifs, donc des pilules plus à base de progestérone. Et même, par exemple, si on parle de contraceptifs, même par exemple, il y a des méthodes contraceptives qui sont peut-être privilégiées dépendamment des antécédents de la femme, tu vois, il y a les stérilés avec puis il y a les stérilés avec hormones, il y a les implants qui ont plus de progestatifs et d'autres. Bon, évidemment, il y a d'autres effets secondaires, mais souvent pour éviter justement d'aller générer une pathologie qui pourrait être stimulée par l'œstrogène, ils pourraient faire le choix plus des progestatifs. OK. Puis, je ne sais pas, ce que tu viens de me dire m'a fait me souvenir d'une personne que je connais très bien, que son médecin, en fait, la presse depuis plusieurs années de prendre la patch là, pour éliminer complètement les règles parce qu'elle fait de l'anémie sévère, puis bon, le médicament, elle est intolérante aux pilules, etc. Donc pour lui, la solution, c'était déjà d'éliminer les sédiments qu'il jugeait être inutiles. Et donc, mon ami avait cette crainte de savoir si ça allait, bon déjà, on avait les histoires d'horreur il y a une vingtaine d'années par rapport à la pilule pour l'acné, là, que ça faisait grossir énormément. Donc, au niveau de la gestion du poids, lorsqu'on arrête d'avoir nos règles, au niveau de la capacité ensuite, si on arrête le traitement de pouvoir avoir des enfants. Est-ce que ces craintes-là sont justifiées
ou est-ce que vraiment, ben, en fait, on ne peut pas juger du diagnostic, du traitement du médecin, mais est-ce que dans certains cas, effectivement, c'est recommandé de tout simplement arrêter le processus naturel pour pouvoir éliminer un autre problème? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est au cas par cas et puis ça dépend vraiment de la gravité du tableau. Donc, et puis, il y a plein d'autres facteurs à considérer aussi. On va considérer l'âge de la personne est à quel stade de sa vie, c'est quoi ses projets futurs. Est-ce qu'elle désire avoir des enfants? C'est ça, parce que c'est vraiment au cas par cas. Okay. Donc, il n'y a comme pas de bonne ni de mauvaise réponse, de bonne ou mauvaise façon de faire. Ça va vraiment dépendre de la personne, de qu'est-ce qu'elle veut. Exact. Puis n'oublie pas que dans l'histoire que tu viens de nous conter, tu as parlé d'une personne qui faisait de l'anémie sévère. Et les conditions d'anémie sévère, ce sont des conditions qui peuvent devenir très graves. C'est ça, et même ça a même entraîné la mort. Donc, c'est vraiment, si c'est au grand mot, les grands remèdes. Donc, c'est sûr que si la personne, sa vie est en danger, à ce moment-là, on n'a pas le choix de recourir à des mesures drastiques dans le but de sauver sa vie. Puis là, on ne va même pas considérer est-ce qu'elle veut avoir d'enfants. Parce que là, même si on ne fait rien, elle n'aura même pas la possibilité d'avoir d'enfants parce qu'elle va être décédée. Effectivement. Effectivement. C'est vrai que lorsqu'on considère... c'est vraiment le pour et les contre. Exact. Okay. Exact. Puis en fait, on n'a pas eu le temps de parler de tout ce qui entoure vraiment le fait d'être femme, que ce soit au niveau justement de la procréation. On n'a pas vraiment parlé de procréation, des difficultés entourées, qui entourent ça, pourquoi il y a certaines personnes pour qui c'est aussi difficile, surtout que lorsque la condition vient de la femme, là, lorsque ça vient de l'homme, c'est autre chose. Mais en fait, je vous remercie pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses, même si on n'a pas parlé de tout. Et je pense qu'il faudrait un autre épisode pour parler de tout ce qui concerne, en plus de tout ça, la procréation et tout. Mais j'espère vraiment que tout ce que vous avez apporté comme expertise aujourd'hui, ça pourra aider les personnes, les femmes et même les hommes qui auront suivi l'épisode en partie ou en complet et qui pourront mieux savoir comment gérer en fait les différences au niveau du cycle. Des femmes de leur entourage. Exactement, des femmes de leur entourage. Donc, je vais finir en fait avec la dernière partie du texte. Donc, je reprends la lecture du passage de Marc 5. Donc, on s'était arrêté au verset 32. Je vais lire pour vous les versets suivants. Donc, je vais lire en fait du verset 32 à 34. Donc, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Donc, Jésus regarda autour de lui celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, en fait, cette partie du texte qui clôt un peu ce qu'on appelle la péricope, donc la portion du récit, exprime la délivrance, en fait, de la femme. Premièrement, on voit dans cette partie-là qu'elle savait qu'elle n'était pas supposée d'être là. Elle savait, comme on avait dit au début du texte, que socialement, elle était exclue, qu'elle ne devait pas être dans une foule. Le fait qu'elle ait touché au rabbi, au maître, à ce moment-là, c'était aussi une interdiction parce que ça devait le rendre impur. Mais Jésus est ce que Isaïe avait vu en fait en songe. Donc, lorsque il était impur et que Dieu lui a dit de mettre le charbon sur sa bouche et que lui pensait en fait qu'il allait rendre le charbon impur alors que c'est le charbon qui l'a purifié. Donc, Jésus était dans la même position aussi. Il ne pouvait pas devenir impur. C'est lui qui a purifié la femme de sa condition. Et en purifiant la femme de sa condition, il l'a guéri non seulement au niveau de son corps, mais il l'a aussi guéri au niveau de socialement. Il l'a réintroduit dans sa vie sociale. Il lui a redonné une place dans la société. Il l'a restitué aussi spirituellement parce qu'à l'époque, elle ne pouvait plus participer aux activités du temple adoré comme ses frères et sœurs le faisaient. Et là, maintenant, il lui donne toute une nouvelle possibilité. C'est sûr que l'histoire ne nous dit pas ce qui est arrivé par la suite avec la femme, si elle a pu se marier, éventuellement avoir des enfants, si elle était en âge de le faire ou pas, on ne sait pas. Toutefois, ce que Jésus lui a donné à ce moment-là, c'était plus que ce qu'elle aurait même pu espérer, parce qu'elle lui a donné une espérance aussi pour la suite, une espérance par rapport à sa vie
spirituel, donc par rapport au salut. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle, en faisant ce qu'elle a fait, elle savait qu'elle était en tort, elle savait qu'elle ne devait pas le faire, elle savait qu'elle mettait Jésus dans une condition délicate. Et pourtant, elle se rend compte que c'est pas ce qui s'est passé. Donc, il n'a pas été déchu de sa position. Au contraire, il lui a donné une partie de ce qu'il avait pour qu'elle puisse être rétablie. Donc, c'est ce sur quoi je vous laisse aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. Donc, le prochain épisode portera sur encore la santé mentale, mais cette fois-ci, ce sera sur le suicide. Ce sera encore avec nos comparses, nos sœurs Lourdine et Marie-Hélène. Donc, on va parler du suicide, de ce qu'on peut faire pour prévenir, qu'est-ce qui se passe. On va aussi voir au niveau biblique comment le suicide est interprété, traité, etc. Donc, tout ça, c'est au prochain épisode. Soyez-y. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Partez en paix. Merci. Merci.